Je parlerai en français. Malheureusement, je ne parle pas catalan. Je suis ravi d'être ici ce soir à l'invitation des organisateurs de cette conférence pour vous exposer différentes expériences que nous menons en France actuellement dans le domaine de l'investissement citoyen, mais également de l'investissement par les collectivités locales. Comme les intervenants de ce soir, je crois que la transition énergétique dans laquelle nous devons nous engager réussira, sera encouragée grâce à la participation citoyenne et publique dans les projets d'énergie renouvelable et de maîtrise de l'énergie. Et c'est bien d'investissement public et citoyen dont je vais vous parler. Pep Puch m'a demandé d'insister un peu plus sur les modèles économiques permettant aux collectivités locales, en France, aux municipalités, de s'impliquer financièrement dans ces projets. Un petit rappel extrêmement rapide, excusez-moi, les slides sont à la fois en anglais et en français, il y a un peu de mélange. Un petit rappel rapide. En France, c'est terrible, c'est un pays qui produit 74% de son électricité avec le nucléaire. Donc je croise les doigts pour ma part. Nous allons avoir, je l'espère, un nouveau gouvernement dans une semaine, 15 jours, et j'espère que cette part de nucléaire dans les années à venir diminuera. Pour que ça diminue, il faut développer les énergies renouvelables. Actuellement, nous avons 15% d'énergie renouvelable en France, principalement grâce à l'hydraulique. L'éolien, je vais beaucoup vous parler d'éolien ce soir, ne représente encore que 1,7%. L'objectif en 2020, ce serait que nous... Alors, vous voyez, la part du nucléaire n'a pas diminué dans les projections actuelles, puisque le gouvernement actuel ne prévoit pas de réduire la part du nucléaire. En revanche, la part des renouvelables passe, vous le voyez, de 15% à quasiment 30%. Et l'éolien passerait de 1,7% à 11,9%. Ça veut dire qu'en 2010, nous avions 5600 mégawatts installés pour une production électrique d'environ 9600 gigawattheures. L'objectif en 2020, pour parvenir aux objectifs que je vous citais précédemment, eh bien, il faudrait qu'en éolien, nous installions 25 000 mégawatts éoliens en 2020. Nous sommes à 5 660. Et avec 6 000 offshore, ça veut dire que pour atteindre l'objectif en 2020, il faudrait que nous installions encore 13 000 mégawatts, ce qui est énorme. Le défi à relever est énorme. D'autant qu'en France, nous avons un véritable problème d'intégration territoriale de ces projets liés aux réactions sociales à l'égard de l'installation de ces grands projets d'éoliennes. Une petite illustration du contexte français. La France. La France est composée de régions. On va aller dans une de ces régions, on va aller dans la région Auvergne, c'est la montagne. Dans cette région, il y a 4 départements. On les retrouve ici, ces 4 départements. Et au sein de ces 4 départements, il y a ici un territoire qu'on appelle un parc naturel régional en France. Un parc naturel régional, c'est un espace naturel sensible, intéressant pour son patrimoine naturel, pour la qualité de ses paysages. Au sein de ce parc, nous avons des communautés de communes, et au sein de ces, voilà une communauté de communes, et au sein de ces communautés de communes, nous avons des communes. Voici le système, le découpage administratif français, qui fait qu'en France, nous avons 36 700 communes, plus que dans toute l'Europe réunie. Comment les opérateurs éoliens font-ils aujourd'hui pour trouver des sites éoliens en France ? Je reprends, vous voyez, on retrouve notre parc naturel. Ils vont utiliser ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique. Ici, vous avez les contraintes environnementales. Ici, vous avez les contraintes liées à l'accès au réseau électrique. Ici, vous avez le potentiel éolien. Les opérateurs éoliens privés superposent ces cartes et font apparaître, ici en rouge, des zones de contrainte. Là où il n'y a pas de contrainte, il y a des possibilités de développement de l'éolien. Vous me suivez ?
Ça veut dire que toutes ces tâches que vous voyez, ce sont des secteurs où potentiellement, théoriquement, parce qu'il y a du vent, il serait possible d'installer des éoliennes. Ça veut dire qu'on pourrait en mettre là, ou encore là, peut-être là, voire ici, ou encore là. Mais on constate aussi qu'il y a des secteurs où il n'y a pas de vent et où les collectivités ne pourront pas développer de projets éoliens. Comment permettre à ces collectivités de participer au développement de l'éolien et comment faire en sorte que des collectivités qui finalement n'auront pas de projet sur leur territoire puissent participer à des projets qui se développeraient ailleurs. Il y a nécessité d'une organisation spatiale des sites éoliens. Des schémas ont été réalisés au niveau de parcs naturels. Il y a en France ce qu'on appelle des zones de développement de l'éolien, je ne vais pas pouvoir développer, et des schémas régionaux de l'éolien. Dans le parc en question, seules quelques zones ont finalement été retenues pour développer des projets. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui va développer les projets et qui va les financer? Le modèle économique en France, excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, je vais vous expliquer. Le modèle économique français, jusqu'à présent, est le suivant. Un opérateur privé, un acteur privé, un industriel, vient voir la collectivité locale et lui dit « Waouh, monsieur le maire, vous avez un chouette site éolien. Nous pouvons vous développer un projet. » L'opérateur éolien va maîtriser le foncier, parce que sans la maîtrise du foncier, il ne pourra pas développer le projet. Donc il maîtrise le foncier, il va voir la collectivité, il dit à monsieur le maire, aux responsables, aux élus, ils leur disent « Ne vous occupez de rien, je m'occupe de tout et je paye tout. » Et au final, vous allez toucher des taxes locales. Voilà ce qui retourne au territoire. Que fait le développeur privé? Il développe le projet. Développer un projet éolien, ça veut dire réaliser des mesures de vent, ça veut dire réaliser une étude d'impact environnemental. Cette phase de développement qui peut durer 2 ans, 2 à 3 ans, ça coûte entre 300 et 600 000 euros. Et qu'on soit un développeur privé ou un développeur citoyen, ça coûte ce prix-là. Seulement, c'est une phase à risque. Pourquoi? Parce qu'après ces 2 années de développement, lorsqu'on a fait les mesures de vent, lorsqu'on a réalisé l'étude d'impact environnemental, eh bien, il y a une instruction administrative. Et en France, c'est le préfet, le représentant de l'État dans le département, qui donne, qui accorde ou pas les autorisations. Si vous n'avez pas les autorisations, le permis de construire, vous avez perdu cet argent. Donc, lorsque les droits sont obtenus, le permis de construire, les baux de location, les différentes autorisations administratives, eh bien, le développeur privé va vendre ses droits à des investisseurs qui n'appartiennent pas au territoire. C'est quoi? C'est des banques, c'est des investisseurs institutionnels. Ces droits se vendent entre 200 et 300 000 euros par mégawatt en France. Prix du marché. Ça veut dire que si ce développeur a un projet de 10 éoliennes de 2 mégawatts, 20 multiplié par 200 000, il va vendre des bouts de papier à l'investisseur et il va gagner 4 millions d'euros. Voilà comment ça se passe. L'investisseur investit dans le territoire et construit le parc. Mais les dividendes, c'est-à-dire le fruit de l'investissement, les dividendes quittent le territoire. Voilà comment ça se passe. Voilà le modèle économique dominant en France. Mais je suis à peu près sûr que c'est pareil chez vous. Donc, comment changer ce système? Comment aller au-delà des taxes locales? Puisque les taxes locales pour un projet de 10 MW avec un chiffre d'affaires de 1,75 million d'euros par an, c'est 72 000 euros par an que ça rapporte. C'est peanuts, excusez-moi, peanuts, c'est rien par rapport à l'argent, n'est-ce pas, à l'économie générée par le projet. En plus, les principaux résultats de cette approche, de ce modèle économique, eh bien, je constate qu'il y a une multiplication des conflits sociaux contre les projets. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition entre les développeurs privés pour le contrôle des terrains. C'est le premier qui va signer avec l'agriculteur.
Ça doit se passer pareil en Flandre. Manque de communication et de consultation. Les projets éoliens ne sont pas anodins. On parle de machines qui mesurent 140 mètres de haut, qui inévitablement feront évoluer l'espace visuel dans lequel elles sont implantées. Et le paysage, c'est une notion complexe, n'est-ce pas? C'est une construction sociale. Et ça implique un échange au cours des projets. Moi, je constate qu'il y a un manque de communication. Manque de communication, manque de planification spatiale pour le choix des sites, et puis également cette perception des développeurs privés par les citoyens, qui se disent « Ah ben, ils utilisent notre territoire, ils font leur business et ils se barrent. » C'est ça qui se passe. Mais ils se barrent avec les dividendes. Ils partent avec les dividendes. Et donc ça, c'est pas bien perçu. Et ça crée des conflits. Et les conflits, c'est pas bon pour le développement des projets. C'est pas bon pour le développement local des territoires, c'est pas bon pour le développement durable. Donc, je fais un certain nombre de constats. Il y a de plus en plus d'acteurs locaux, des collectivités, des citoyens, qui veulent s'impliquer dans des projets d'énergie renouvelable au sein de leur territoire et en contrôler la mise en œuvre. Je constate, et ça a été dit aujourd'hui par Dirk tout à l'heure, que la participation publique et citoyenne, c'est un moyen d'améliorer l'acceptation sociale des projets. L'appropriation, c'est assez logique. Lorsque nous travaillions à l'époque sur les projets européens avec Peppuch, les projets Welfi au Danemark, les Danois nous disaient « Mais non, les gens qui participent à un projet, ils sont contents. Quand ils regardent, ils ouvrent leur volet le matin, c'est pas pour dire « Ah mince, elle n'est pas belle cette éolienne !» C'est pour regarder s'il y a du vent. Vous voyez, la logique est différente. Et puis surtout, l'idée de la participation citoyenne, l'idée de la participation financière publique, c'est d'amplifier les retombées économiques au sein des territoires. Et alors, disposer des moyens financiers, de financer des projets de maîtrise de l'énergie, par exemple, des projets de lutte contre la précarité énergétique. Et c'est là que nous pouvons créer ce cercle vertueux, faire le lien entre la production, nous l'avons dit à plusieurs reprises ce soir, le lien entre la production et la maîtrise de la consommation. Il faut donner du sens au projet éolien. Et le sens passe par l'implication et l'appropriation sociale, selon moi. En France, nous avions un problème par rapport à l'investissement citoyen. La réglementation française ne permet pas, contrairement à la Catalogne, de réunir plus de 99 personnes dans une société, quel que soit son statut juridique. Donc, et en plus, vous pouvez réunir 99 personnes, mais sans publicité. Donc, il nous a fallu trouver un autre moyen de mobiliser l'épargne citoyenne, je vais vous en parler. Je vous le disais, les dividendes quittent les territoires, et puis, bon, il y a aussi des collectivités qui veulent investir dans des projets d'efficacité énergétique, mais qui n'en ont pas les moyens. Donc, nous sommes pour des partenariats publics-privés intelligents qui reconnaissent le rôle joué par les collectivités locales. C'est-à-dire que nous retrouvons notre schéma de tout à l'heure. Nous avons là notre développeur privé qui intervient au moment du développement. Ben, on l'enlève. Pas complètement, mais on fait en sorte que l'initiative du développement soit une initiative publique. À ce moment-là, nous avons en France une société qui s'appelle la SEM, la Société d'économie mixte. C'est une société qui permet de réunir un partenaire public et un partenaire privé. Il faut que le partenaire public détienne au moins 51% des parts de la société. Et il peut détenir jusqu'à 85% des parts de la société. Je vous disais que jusqu'à présent, le modèle, c'était l'opérateur privé arrive sur le territoire et dit « Bougez pas, je m'occupe de tout ». Maintenant, on change les règles du jeu. C'est la collectivité locale qui va aller chercher un partenaire privé. C'est-à-dire qu'on va les mettre en concurrence, les opérateurs privés. Et on va sélectionner l'opérateur privé qui est prêt à rentrer dans une SEM, par exemple, avec les acteurs locaux, avec la collectivité, mais qui est prêt aussi à renoncer à la moitié des droits dont je vous parlais tout à l'heure, tout en prenant le risque. Pourquoi ? Parce que, certes, l'opérateur privé va développer à son risque le projet, mais pourquoi il peut développer le projet ? Parce qu'il a accès à un territoire, parce qu'il y a du vent qui souffle au-dessus de ce territoire. Donc nous estimons que ce territoire a également des droits.
Donc ce partenaire privé accepte de rentrer avec la collectivité, il a été sélectionné par la collectivité, accepte de rentrer dans cette société d'économie mixte. Et c'est elle qui va réaliser le développement du projet. Cette SEM est détenue à 51% par la collectivité, à 49% par l'opérateur privé. On la retrouve là, cette SEM, 51% du parc éolien est public, l'investissement total pour un projet de 20 MW, 26 millions d'euros, 51% du parc, ça représente 13,26 millions d'euros, en fonds propres, 20%, 2,65 millions d'euros à mettre sur la table. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais on peut imaginer que plusieurs collectivités locales se regroupent pour apporter le financement nécessaire. Mais ça va générer des dividendes. Des dividendes qui vont se retrouver au sein des collectivités locales qui participent au financement. Vous voyez, nous captons le fruit de l'investissement au sein des territoires. Et grâce à cet argent, les collectivités locales vont pouvoir financer des projets locaux, comme par exemple ce que vous faites de créer une unité de production de granulés, ou, je le disais tout à l'heure, lutter contre la précarité énergétique, ou encore engager des actions concrètes de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments publics. Et on peut imaginer aussi, dans le cadre du pacte d'actionnaires, que l'opérateur privé accepte de vendre une partie de ses droits à des citoyens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'opérateur privé continue de prendre le risque. Parce que l'investissement citoyen, c'est bien sympathique. Mais peut-on demander, ou l'investissement par les collectivités locales, mais en phase à risque, peut-on demander à un groupe de citoyens ou un groupe de collectivités locales, avec de l'argent public, de prendre le risque de perdre 400 ou 500 000 euros? Pas facile. Et le risque, il existe. Autre modèle, alors là, on peut imaginer que des collectivités viennent soutenir, n'est-ce pas, cet apport de fonds propres. Autre modèle, la société de projet, une société de projet est créée, avec 51% la SEM et 51% l'opérateur privé, 49% l'opérateur privé. De la même manière, une SEM est créée, mais intervient à ce niveau-là, dans la société de projet qui développe le projet. Dans ce cas, la SEM peut être constituée ici de 85% de collectivités locales, le reste étant un partenaire privé. Dans ce cas, vous le voyez, la SEM participe au capital de la société de projet à hauteur de 51%. On retrouve ici la société de projet, 51% c'est la SEM. L'investissement réalisé cette fois est de 65 millions d'euros. Mais dans ce cas, la SEM peut choisir de céder une partie de ses droits. Par exemple, 25%. Mais 25% de ses droits sur 20 MW, ça fait 5 MW. 5 MW multiplié par 200 000, ça fait 1 million d'euros. Ça veut dire que la collectivité, sans prendre de risque, peut parvenir à récupérer 1 million d'euros, lui permettant alors d'abonder en fonds propres. J'ai fait le calcul, si la collectivité investit 51% du parc, elle récupère dans ce cas 85% par 51%, 43,35% des dividendes. Vous imaginez que pour un projet de 26 millions d'euros à, mettons, 30 millions d'euros, à 5% de dividendes, 5%, vous faites 6, entre 4 et 6% en Flandre. Mettons 5% de 30 millions, ça fait quoi? Divisé par 20, ça fait 1,5 million, n'est-ce pas, par an, sur 15 ans garantis. Voilà ce que ça peut représenter, cet investissement, et 43% de ça. Bref, ça représente des millions d'euros que les collectivités ne toucheraient pas, ne percevraient pas, si elles ne s'impliquent pas dans le développement des projets. Voilà. Donc je dis que les territoires ne sont pas des simples supports à un business, ne sont pas un simple support à un financement exogène des éoliennes. Je pense que la mise en œuvre de partenariats publics-privés intelligents peut permettre d'encourager l'investissement citoyen. L'idée n'est pas d'écarter les opérateurs privés, l'idée est de les utiliser
l'idée est de les contrôler. Nous souhaitons que le système strictement capitalistique cesse. Nous souhaitons partager le fruit de l'exploitation de l'énergie du vent, des énergies renouvelables de manière générale. Je le disais, il faut établir un cercle vertueux entre production et maîtrise de l'énergie. La production permet des retombées économiques, on finance la maîtrise de l'énergie. Et la participation, je l'ai dit aussi, financière locale permet d'améliorer l'appropriation des projets, leur bon sens, leur acceptation. Et puis ces groupes de citoyens impliqués dans le développement des projets, ça permet également de constituer un contrepoids à l'opposition sociale parfois stérile à l'égard de l'éolien. Vous le savez, en France en particulier, il y a des groupes, dès qu'ils entendent parler d'un projet d'éolienne, ils se mobilisent parce qu'ils défendent derrière ça souvent des intérêts très particuliers. Mais le fait d'avoir justement localement des citoyens ou des collectivités qui s'engagent, c'est constituer un contrepoids social à ces manifestations non constructives. Et puis ce modèle économique aussi, c'est un moyen de soutenir l'éducation populaire, on en a parlé ce soir, et de générer des dynamiques sociales favorables au développement local et durable. Comment mobiliser les citoyens? Nous avons créé en France le mouvement Énergie partagée en 2010. Le mouvement Énergie partagée, c'est une association. J'en suis un des 2 vice-présidents. Et puis, à côté de l'association, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Énergie partagée investissement. 2 organisations complémentaires, une charte, c'est-à-dire une règle du jeu, qui précise quels sont pour nous, qu'est-ce qu'on appelle un projet citoyen et quels sont les critères qui vont nous permettre de soutenir un projet. Les fondateurs du mouvement, on retrouve Enercop, vos collègues de Rescop. Il y a des organisations comme le Comité de liaison énergie renouvelable, bien connu en France. On retrouve Vandouillet aussi, dont nous parlions tout à l'heure, éolienne en Pays de Vilaine. Et nous sommes soutenus par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Fondation de France, Fondation Massif. Nous avons une vision partagée à l'origine d'énergie partagée. Notre vision, c'est qu'il faut réduire nos consommations grâce à l'application des principes de sobriété et d'efficacité. Il faut couvrir la consommation résiduelle par une production intégralement basée sur les énergies renouvelables. Et il faut que nous parvenions à créer les conditions d'une participation active des citoyens. Nos objectifs, c'est permettre aux citoyens et aux acteurs des territoires de se réapproprier et de gérer les modes de production et de consommation de l'énergie par des projets citoyens. Donc énergie partagée, c'est à la fois l'association qui promeut le modèle énergie partagée, qui en parle, qui anime un réseau de porteurs de projets, et puis notamment, et puis il y a énergie partagée investissement qui collecte les fonds et qui met ces fonds à disposition des porteurs de projets locaux. Je vous disais tout à l'heure qu'en France, nous ne pouvions pas réunir plus de 99 personnes. Alors, comment faire? Nous avons élaboré un dossier et nous avons obtenu l'autorisation des marchés, de l'autorité des marchés financiers, c'est le gendarme de la bourse en France, pour lancer ce qu'on appelle une offre publique de titres financiers. C'est-à-dire, en France aujourd'hui, en France même ici, ce soir en rentrant chez vous, vous pouvez aller sur le site internet et acheter des parts dans un projet en Bretagne, en France. Nous pouvons aujourd'hui faire appel en France à tous les citoyens souhaitant être acteurs, souhaitant participer avec ces moyens au financement des projets. Hop, excusez-moi. Énergie partagée investissement, c'est un outil financier, c'est une société en commandite par action. Ça veut dire que vous avez ici des citoyens investisseurs qui sont regroupés, c'est ce qu'on appelle les commanditaires. Vous avez des commandités, là vous avez une banque solidaire, Enercop, on en a parlé tout à l'heure, et Solira, eux choisissent d'investir, mais il y a une déconnexion entre les commanditaires et les commandités. Les actionnaires n'ont pas d'influence sur ceux qui investissent. Il y a un comité consultatif des engagements et enfin un conseil de surveillance. Et la société en commandite par action participe alors au financement de projets citoyens à travers la France.
Nous avons lancé cette souscription jusqu'au 19 septembre 2012. Le montant des actions, c'est 100 €. Vous pouvez choisir un projet, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site, il y a la carte de France, vous avez différents projets, des projets éoliens, des projets solaires, et vous pouvez désigner le projet que vous souhaitez soutenir. Nous assurons une information régulière des actionnaires. C'est un placement à long terme. Nous visons une rentabilité de 4% par an. De toute façon, l'idée n'est pas de rechercher une rentabilité à travers cette affaire. Nous n'avons pas une démarche, encore une fois, capitalistique. Nous sommes un moyen, nous sommes un levier au changement. Nous sommes un levier à la transition énergétique au sein des territoires par les citoyens, par les collectivités locales et pas seulement par les acteurs strictement privés. Plusieurs projets vont être financés, dont notamment ce projet de 8 MW éolien en Bretagne. Pour souscrire, vous avez un site internet, vous avez un numéro de téléphone. D'ailleurs, je vous précise que vous pouvez, depuis la Catalogne, participer à des projets et investir. Malheureusement, la plaquette n'est pas encore traduite en catalan, mais je vais m'y atteler avec votre aide, bien sûr. Et voilà, nous constituons aussi en France des groupes de citoyens motivés pour participer localement à la production d'électricité propre, motivés pour participer au développement local et durable. Je m'arrête là. Merci.